Bienvenue dans le Rendez-vous Marketing, le podcast qui va faire de vous un meilleur marketeur et qui, je l'espère, va vous aider à développer votre acquisition de clients en ligne. Si c'est la première fois que vous découvrez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée afin de ne pas manquer les prochains épisodes. Depuis que j'ai lancé le podcast, j'interviewe des experts du marketing digital et des entrepreneurs pour décrypter avec eux les stratégies de marketing digital qui fonctionnent vraiment aujourd'hui et ainsi vous aider à les appliquer dans votre propre business. Aujourd'hui, j'accueille Thomas Hervé, le fondateur de la marque Wopilo, une marque d'oreiller ergonomique 100% made in France. Wopilo, c'est une pure DNVB. Les DNVB, qu'on appelle les Digitally Native Vertical Brands, sont en fait des entreprises d'une nouvelle génération. Elles placent le client au cœur de leur stratégie et vendent bien plus qu'un simple produit. Elles vendent une expérience. Et ce sont des marques direct to consumer. Donc grossièrement, ce terme veut dire qu'elles limitent au maximum les intermédiaires entre le client et le produit. Et qu'est-ce que cela implique ? Eh bien, cela implique qu'une marque comme Wopilo n'a pas de distributeur physique et dépend uniquement du web pour vendre son offre. De plus, une DNVB comme Wopilo a développé son propre univers de marque sur le web et elle a une connaissance très fine de sa clientèle. Cette connaissance du client, c'est le résultat de toutes les interactions que la marque peut avoir avec son client sur le web, que ce soit via un live chat, un message direct sur les médias sociaux ou un simple email. Et c'était le sujet de ce 11e épisode du Rendez-vous Marketing. Ça faisait longtemps que je voulais aborder le sujet des DNVB et de l'expérience client au sens large, et Thomas a été très généreux dans ses réponses. Il m'a d'abord parlé en toute transparence de la naissance de son projet en 2016, de la simple idée à la campagne de crowdfunding sur Kickstarter, et on a ensuite parlé de son obsession pour l'expérience client avant et après l'achat, de l'importance du feedback client pour développer de nouvelles offres ou améliorer des offres existantes, et également du bouche-oreille qui est un réel vecteur de croissance lorsqu'il est favorisé. Dans cette partie, Thomas va partager énormément d'exemples qui prouvent réellement ses dires, donc notamment la stratégie d'emailing de Wopilo après l'achat du produit, les quiz qu'on peut retrouver sur le site et des sondages envoyés à leurs clients pour récolter leurs avis sur le lancement d'une nouvelle offre. Dans la suite de l'épisode, j'ai évoqué avec Thomas quelques sujets courants chez les DNVB. Le premier, c'est le choix d'étendre son offre. Vaut-il mieux garder un seul produit ou lancer d'autres gammes de produits pour se développer ? Est-ce qu'il faut chercher à tout prix à vendre à l'international pour développer sa DNVB ? Et enfin, comment trouver les bons canaux d'acquisition ? Faut-il en tester plusieurs en même temps ou un par un ? Eh bien, je vous laisse écouter ce nouvel épisode de Rendez-vous Marketing pour le découvrir. Je vous dis à tout de suite. Salut Thomas et bienvenue sur le podcast. Ravi de t'avoir. Merci, bonsoir Danilo, c'est très sympa de m'inviter. Avec grand plaisir. Alors pour la petite histoire, ça fait 40 minutes qu'on cherche à enregistrer le podcast, qu'on avait des petits problèmes de son. Donc là, on commence sur les chapeaux de roue, un peu fatigué déjà, parce que c'est fatigant de trouver une solution pour enregistrer. En plus, ça, c'est ton premier podcast, donc c'est pas facile pour le premier podcast, mais ça arrive. Ça va aller, pas de problème. Bon, Thomas, est-ce que tu peux peut-être commencer par te présenter pour les auditeurs qui ne te connaissent pas encore ? Bien sûr, alors je m'appelle Thomas Hervé, j'ai 35 ans, je suis marié, je suis papa d'un petit garçon qui a 3 ans et ça fait 8 ans que je suis entrepreneur. Wopilo est ma seconde société et elle a été fondée il y a un peu moins de 4 ans. Ok, d'accord. Et donc, tu as lancé quelle société avant Wopilo ? J'ai lancé une première société de prêt-à-porter masculin, haut de gamme et made in France. D'accord. Et est-ce que cette société-là, elle a bien fonctionné pour toi ou est-ce qu'elle n'a pas bien fonctionné ? Non, elle a pas bien fonctionné du tout. Pour te faire un petit historique de comment j'en suis venu à Wopilo, j'ai fini une école de commerce en 2009, donc il y a un peu plus de 10 ans. J'ai fait un peu moins de 3 ans en finance de marché, qui était un thème qui m'intéressait en sortant d'école, le business des sociétés, comment elles fonctionnaient, pourquoi elles fonctionnaient, mais qui n'était pas hyper épanouissant en tant que métier. Et donc j'ai quitté la finance en 2012 et c'est à ce moment-là que j'ai lancé ma première société de vêtements qui n'a pas fonctionné. J'ai fait ça pendant 4 ans, j'étais seul, c'était sur un marché difficile, le Made in France et les vêtements qualitatifs. Il m'a fallu plus d'une année pour la lancer, à peu près 2 ans pour essayer de la faire grossir et une année pour me rendre compte que ça fonctionnerait pas parce que l'offre n'était pas adaptée au marché, les besoins marketing sont hyper importants, les marges sont très réduites sur ces typologies de produits, donc voilà, c'était un petit peu difficile et c'est dans cette dernière année que j'ai décidé de lancer Wopilo. Justement, puisqu'on parle de Wopilo, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que Wopilo, qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous vendez ?
Ouais, bien sûr. Alors, en fait, au début, Wopilo, c'était un concept d'oreiller qui est constitué de deux poches qui sont confortables comme un oreiller traditionnel et dans lesquelles on vient glisser un cœur en mousse à mémoire de forme. Et donc, c'est un oreiller ergonomique confortable, c'est l'équilibre idéal entre confort et soutien cervical. Ça, c'est l'idée de base et c'est l'idée qui a été lancée par une campagne Kickstarter en 2017. D'accord. Donc là, c'est grâce à la campagne Kickstarter que tu as pu vraiment, on va dire, faire tes premières ventes et lancer ton site e-commerce, que tu l'as pas précisé, mais Wopilo, c'est totalement, tu vends totalement en ligne les oreillers. Exactement. C'est 100% du chiffre d'affaires. On peut nous trouver uniquement sur wopilo.com. On n'a pas de distributeur web, on est disponible uniquement sur notre site internet. Et oui, c'est complètement ça, une campagne Kickstarter. À ce moment-là, c'était super pour lancer un produit comme Wopilo. Ça nous a permis, si tu veux, de tester l'appétence pour le produit. On sentait qu'il y avait quelque chose. Il a fallu... Ça se prépare, une campagne Kickstarter, ça se prépare beaucoup. On a mis 8 mois pour la préparer, pour créer tout le marketing autour, la communication. Évidemment, il y avait toute la partie produit, mais ça, c'est quelque chose qui avait été déjà très travaillé en amont. Et donc quand on l'a lancé, on était prêt, on avait déjà évidemment notre cercle proche qui était prêt à nous soutenir, et puis on avait lancé des campagnes Facebook sur des landing pages pour pouvoir récupérer des emails. Ouais. Et donc on avait vraiment mis tout au point une stratégie. Et si tu veux, il y a une vraie stratégie marketing de lancement de campagne Kickstarter. Il y a beaucoup de littérature sur le sujet, que ce soit Kickstarter, Ulule, KissKissBankBank, enfin toutes celles que tu peux imaginer. Et donc on s'était vachement préparé pour ce lancement et qui s'est super bien passé. Les règles, un petit peu de base d'une campagne Kickstarter réussie, c'est au moment du lancement, quelques heures après le lancement, d'avoir déjà dépassé les objectifs. Ouais. Pour, si tu veux, donner une dynamique de réussite au projet. Et en fait, tout le travail que tu fais, c'est en amont, c'est pour pouvoir avoir un projet qui est financé en quelques heures dès le départ. Donc, oui, c'est ça. Le but d'une campagne de crowdfunding, c'est finalement pas forcément de faire directement une levée de fonds, faire appel à des investisseurs, parce que c'est compliqué, ça prend du temps et tu perds de l'equity. Et donc du coup, avec le crowdfunding, tu as déjà du financement, tu sais que ton produit, il intéresse une cible, ou en tout cas une clientèle spécifique. Et du coup, c'est vrai que tu as parlé du fait que ça a bien marché et qu'un critère de réussite, c'est le fait d'atteindre l'objectif dans les quelques heures après le lancement. C'était quoi l'objectif du coup de la campagne ? Alors écoute, si je dis pas de bêtises, on voulait faire, il me semble, 20 000 euros de chiffre d'affaires. C'est déjà très bien. Et ouais, ce qui était déjà un bel objectif. Et en fait, tu sais, tu as tout un système de contributeurs. Les premiers contributeurs ont des remises qui sont plus importantes que ceux qui arrivent ensuite. Ouais. Et d'ailleurs, ça, c'est un levier que nous, on n'a pas très bien utilisé parce qu'on avait mis des seuils qui étaient peut-être pas assez élevés. Peut-être qu'on aurait pu faire encore plus si on avait travaillé sur cette stratégie-là. Il y a un vrai sujet de pricing dans les campagnes Kickstarter. Et donc, nous, on l'a atteint, il me semble, en une heure, hyper rapidement. Ah ouais, c'était très rapide. Parce qu'on avait vraiment toute cette mailing list de gens qui voulaient avoir le meilleur prix pour l'oreiller, le cercle proche d'amis qu'on avait briefé, à qui on envoyait un email 2 heures avant le lancement, puis 1 minute avant le lancement, etc. Donc, excellent. On avait beaucoup travaillé là-dessus. J'ai plein de questions là par rapport à ça. Donc en gros, il y avait une mailing list de personnes qui étaient intéressées par le produit. Est-ce que tu peux me rappeler, juste pour faire les calculs, combien coûtait le produit à ce moment-là ? Alors, si je dis pas de bêtises, on avait les premiers oreillers, je crois peut-être les 100 premiers oreillers, ils étaient à 49 euros. Ah oui, d'accord. Les 200 suivants étaient à 59 euros et après on était à 69 euros. Si je dis pas d'accord. De bêtises. Donc il fallait en vendre plus ou moins 300, 350 pour atteindre l'objectif, si je dis pas de bêtises. Exactement. Si encore mes souvenirs sont bons, on avait une mailing list d'environ 1000 personnes. Voilà, 1000 personnes. Qui étaient des gens qualifiés qu'on avait réussi à obtenir via notre landing page, via des publicités Facebook. Je crois que c'était entre 60 et 70 centimes l'email. Ouais. Et on avait converti à 12%
si mes souvenirs sont bons. Donc ça devait faire 120 acheteurs, plus notre cercle proche. Et sachant qu'une personne commandait 1,3 oreillers. Mais c'était énorme. C'est qu'en gros, tu as récolté 1000 emails via Facebook Ads, plus ou moins, et il y en a 120 qui ont acheté. Bon, ça, c'est quand même c'est incroyable, ça. Et c'était vraiment cette promesse. Donc, en fait, c'était ultra qualifié, parce que les clients qui avaient laissé, les prospects qui avaient laissé leur email, ils avaient toutes les informations sur le produit, sur la landing page, et on était vraiment en teasing sur le sujet. Donc, c'était vraiment déjà très qualifié. Ouais, mais ça n'empêche pas que que les emails coûtaient 60 centimes. Donc du coup, c'est pas comme si c'était des leads à 10 euros, quoi. Donc du coup, ça fait exactement. Et surtout, tu te dis avec le recul, mais on n'avait pas les fonds nécessaires, et puis on savait pas qu'on aurait un taux de conversion comme ça, on aurait souhaité en faire plus. Tu vois, ça aurait été on aurait pu faire potentiellement beaucoup plus. Et après, il y avait une vraie histoire de contenu organique qu'on avait poussé sur Facebook et qui avait beaucoup mieux marché que tout ce qu'on avait essayé de faire en contenu publicité un peu classique. C'était plutôt quand on avait raconté l'histoire du projet, du produit, qui était un des premiers posts qu'on avait fait sur Facebook, et c'est celui-là qu'on a sponsor et qui a vachement bien marché derrière. Ah bah justement, c'était quoi ce post? Raconte un peu l'histoire justement qui était derrière le projet. Écoute, il y avait alors l'histoire, c'était donc un ami avec lequel j'ai monté ça, mais l'histoire elle est beaucoup plus ancienne que ça, puisque c'est un projet qui date d'il y a une dizaine d'années. Pendant que je travaillais en finance, je m'étais blessé au foot, j'ai rencontré un médecin ostéopathe, un médecin du sport qui travaillait sur des oreillers, qui m'a sensibilisé aux oreillers et au soutien cervical. On a fait des protos ensemble d'oreiller de type Wopilo, qui s'appelait pas du tout comme ça à l'époque. Et j'avais monté tout un business plan pendant mes heures perdues de finance. Et en fait, à ce moment-là, t'es en 2010, fin 2010, début 2011, l'e-commerce c'est pas du tout ce qu'il est aujourd'hui, donc il fallait, pour lancer le projet, un réseau de distribution. Non, c'était vraiment compliqué, tu vois. Il fallait. Donc on a travaillé sur les pharmacies, sur les retailers, les hôtels, etc. C'était très très compliqué de mettre ça au point, et donc j'ai mis un peu le projet dans un coin de ma tête quand je me suis rendu compte de la difficulté. Et en fait, c'est plutôt, si tu veux, les canaux de distribution qui ont changé, parce que le produit en lui-même il a quasiment pas changé. C'était vraiment les canaux. Et en fait, en 2017, quand on lance Kickstarter en France, c'est déjà bien établi, il y a beaucoup de super campagnes qui ont été lancées. C'est vrai. Et lancer une marque sur un e-commerce, c'est standard, quoi. En 2010, c'est clairement pas le cas. C'est rare. Vraiment le début, quoi. C'est rare, c'était le tout début. Enfin, il y avait très peu de marques. Tous les grosses marques qu'on connaît. Très très peu. Amazon, je pense qu'ils faisaient encore du livre, voire que du livre. Je pense qu'on était au début, quoi. Kickstarter venait de se lancer aux États-Unis. Non, il n'y avait pas du tout de maturité sur le sujet. C'était le vrai gros problème de la distribution de ce type de produit. Et après, t'es arrivé donc dans un modèle qui n'était pas du tout celui qu'on a aujourd'hui, à savoir vendre un oreiller ergonomique, curatif. Non, mais qui était celui de 2010, ça aurait été de vendre un espèce d'oreiller de type médical, alors que c'est pas du tout aujourd'hui le concept de Wopilo. Ouais, d'accord, c'est pas juste un painkiller, quoi. C'est pas juste un oreiller pour ne plus avoir mal au cervical. Il y a d'autres trucs derrière. On a créé beaucoup de choses. Beaucoup de choses autour. On voulait justement éviter ça. C'était une des choses qu'on voulait pas vendre. Mais ça reste quand même un axe de communication, parce que quand je vois vos pubs, j'ai vu que vous parlez du fait que, pas des pubs, excuse-moi, sur le site, je vois qu'une des premières phrases qu'on voit, c'est justement l'oreiller qui prend, je sais plus exactement qui prend soin de vos cervicales, peut-être. Voilà, qui prend soin de vos cervicales ou contre les douleurs à la cervicale. Ouais. Écoute, c'est très intéressant. Franchement, le crowdfunding, j'ai jamais vraiment compris comment fonctionnent les campagnes. Donc en gros, il y a un gros travail préparatif au niveau du marketing. De ce que je comprends, il faut créer une mailing list, et puis après, au moment où c'est le lancement, on envoie plusieurs mails pour dire que justement, il y a les 100 premiers qui sont à 49 €, puis après ça monte. Donc il y a une urgence. Exactement, alors tu as ça, et ensuite s'enclenche toute une deuxième phase qu'il faut aussi anticiper, c'est toute la partie relations presse. Et en fait, toute l'idée, c'est de se dire, vu que tu as réussi le lancement de ta campagne, tu peux contacter les journalistes en disant il y a un trend dessus. C'est ce qu'on a fait, et on avait eu plusieurs articles en France sur Avantage, Biba, Capital, et on avait eu pas mal de retombées presse qui nous avaient bien aidés pendant la campagne. Donc tu vois, le jour du lancement, on envoie le communiqué de presse.
aux journalistes qu'on avait déjà contactés préalablement en disant au fait c'est un succès, etc. On leur avait déjà filé des oreillers aussi. Très intéressant. Et ensuite, il y avait tout un système de canaux d'acquisition marketing Kickstarter qui sont gérés par des agences aux États-Unis avec lesquelles on avait bossé, qui te font faire des recommandations d'autres types de campagnes dans tes updates de campagne Kickstarter. Et en fait, il y a du parrainage, des choses comme ça, et ça marche vachement bien. Ouais, d'accord. Donc en gros, Kickstarter, déjà, ça t'aide beaucoup à vendre au début. Et la campagne, je me rappelle plus, elle durait combien de temps en fait? Elle durait 30 jours. Et c'était D'accord. vraiment 30 jours très intenses en marketing et en com. Et du coup, je n'ai pas trop envie qu'on s'attarde dessus, mais en gros, dans les 30 jours, la majorité des ventes viennent le premier jour. Et puis après, est-ce que les autres jours, tu as un peu moins de ventes, c'est plus calme, ou alors est-ce que ça continue à vendre jusqu'à ce qu'il y a le dernier jour, ou après le dernier jour, ben, c'est fini et il faut prendre le produit au prix le plus bas, quoi. C'est un petit peu ça. En gros, les 4 premiers jours, tu fais 40% de ton chiffre d'affaires. Ouais, Ensuite, sur les trois autres semaines et demie, euh, tu fais, euh, tu dois faire 50% et tu fais 10% le dernier jour ou 20% le dernier jour parce que tu es sur la fin de campagne et les gens qui avaient regardé ta campagne et qui n'avaient pas ouais, convertissent au dernier moment. c'est toujours comme ça. Ok. Ouais. Ouais, tu as Bon, vraiment une courbe et c'est assez. Alors, non, il y a des projets qui explosent et qui deviennent complètement viraux dans le monde entier. Mais sinon, c'est un peu cette courbe-là oui, je vois, c'est le classique. Après, il y a plein de Ouais, je suppose qu'il y a exactement. plein de campagnes de crowdfunding qui échouent parce elles sont pas bien planifiées et que enfin, de ce que j'ai compris, vous avez vraiment un très bon plan. Même les relations presse, c'est hyper intéressant justement de contacter les journalistes à l'avance et puis après, le jour où ça explose, leur dire bah voilà, il faut peut-être faire 2, 3 articles pour continuer à garder le buzz autour de la Oui, campagne. c'est vraiment quelque chose qui se prépare. Enfin, à ma connaissance, c'est assez rare que tu aies une campagne qui explose toute seule, sans Ouais, rien, sans rien, sans etc. C'est marketing, quoi. vraiment, il y a beaucoup de travail derrière une campagne Ouais. de financement participatif. Ok, Mais ça se voit d'ailleurs maintenant, celles qui sont lancées, celles qui cartonnent, notamment sur Ulule. ouais, Tu sens vraiment qu'il y a une maturité marketing hyper forte, et sur les produits, sur la communication, sur les vidéos LinkedIn des fondateurs qui présentent le produit, qui sont toujours vachement léchés. c'est clair. Tu sens qu'il y a eu vraiment une grosse amélioration là-dessus. Ouais, c'est logique, hein, tout le monde Ouais, partage ses bonnes pratiques, on finit par voir ce qui marche et ce qui marche pas. Bon, exactement. du coup, je te propose d'embrayer directement sur la suite. Donc, après la campagne, qu'est-ce que c'est? Donc, on était en 2017. Ça a été Ouais. quoi les enjeux, les challenges pour développer la marque? Parce que bon, une fois que le crowdfunding c'est fini, il faut continuer à faire l'acquisition de clients. Et ça, c'est pas facile. Euh, tout, oui, oui, tout à fait, c'est pas facile. Après, tu as quand même une phase, après une campagne Kickstarter de prod. Donc, en fait, les prospects te font confiance pendant plusieurs mois avant d'être livrés. Ah, En ok, fait, d'accord, justement, d'accord. toute la trésor du Kickstarter, entre guillemets, tout l'argent qui est collecté, tu le dépenses en production Ok, et en logistique pour pouvoir livrer toutes les personnes. Donc, il y avait vraiment toute cette partie-là, donc qui était prête, il fallait l'actionner, donc payer les fournisseurs, lancer la production, gérer la logistique. On avait essayé de l'anticiper le mieux possible, donc ça c'est vraiment le gros truc et ce qui nous a permis de livrer les premiers oreillers Wopilo en octobre 2017. Donc avoir les premiers retours, on en avait vendu 1750 si mes souvenirs sont bons. ok, d'accord. Et il fallait tout Un livrer, petit peu quoi. partout dans le monde. Oui, oui, oui. Puis il y avait cette difficulté de livrer partout dans le monde puisque Kickstarter c'est international. Et, euh, et même si on avait essayé d'anticiper pas mal de choses, bah t'anticipes pas trop les problèmes de livraison en Chine, en Inde, dans Ouais, des pays qui sont pas très faciles compliqué, ouais. ou en tout cas t'as pas le même suivi. Enfin bon, ça a été assez. Ça a été assez difficile, mais on s'en est vraiment bien sorti et tout le monde a reçu l'oreiller quasiment sans retard ou sans trop de retard. Donc non, tout ça s'était bien passé et en parallèle, il fallait en effet créer la plateforme de vente, donc le site e-commerce, Ouais. et puis commencer à préparer la suite. Donc et pas se dire c'est juste voilà un one shot, on vend ses oreillers et après c'est fini. Et donc voilà toute la difficulté ensuite ça a été de lancer un site e-commerce et puis de commencer à nourrir ce site et à le faire fonctionner. Mais attends, t'avais déjà la communauté sur les réseaux sociaux avant de créer le site?
Donc Facebook, Instagram, par exemple? Oui, on avait, mais donc il y avait un petit peu une petite communauté qui s'est étoffée au fur et à mesure, mais c'était pas 10 000 personnes, quoi. Donc on avait peut-être 1000 followers sur D'accord. Instagram au début. Donc mais ça aide, hein. Clairement Bah ça oui, aide. bien sûr. Et puis il y avait quand même une incertitude entre guillemets, c'est que tu livres 1700 produits qui restent entre guillemets des protos, tu vois, c'est la première série. Donc on savait que le produit était bon, mais il fallait quand même qu'on ait les retours et il y avait quand même pas mal de sujets à ce niveau-là. Ouais. Et donc ça c'était hyper bien, ça nous a permis de commencer dès le début une politique d'avis et de feedback tout de suite. Et donc ça s'est bien passé. On a vu ce qui allait bien dans toute l'expérience, ce qui allait un petit peu moins bien. Et on a pu faire tout de suite des ajustements sur les productions suivantes, quoi. Ah d'accord, donc après, en fonction du Ça- feedback, vous avez même amélioré votre produit, changé certaines choses. Exactement, et ça on continue à le faire même aujourd'hui sur le produit. C'est l'avantage d'une boîte comme Wopilo, c'est on a un produit qui représente maintenant enfin, c'est un peu moins important qu'au tout début où il y avait vraiment que ce produit unique. Mais si tu veux, quand tu ne vends qu'un seul produit, tu es obsédé par sa qualité, tu es obsédé par les retours de tes clients, par l'expérience autour de l'acte d'achat, de réception, d'utilisation. Et ça te permet de l'améliorer et d'en faire vraiment un produit canon. C'est pas la même chose que si tu vends 500 produits différents et tu peux pas leur accorder la même attention, quoi. Donc ça c'est vraiment, je pense, une des forces du modèle, c'est que au départ tu pars avec un produit qui au bout de 3 ans a quand même un peu changé et qui est bien plus performant, qui correspond encore mieux aux attentes des clients, et puis après tu le fais évoluer, tu fais évoluer ta gamme. Ouais, bah écoute, c'est très connu cette approche aujourd'hui. De toute façon, tu l'as pas dit directement, mais c'est quand même une entreprise style DNVB, donc Digitally Native Vertical Brand, c'est-à-dire que vous avez commencé avec un seul produit ou alors un seul marché, et vous êtes tellement centré sur l'expérience client que vous avez toujours cherché à améliorer le produit, juste, et puis après, tout doucement, intégrer des nouvelles gammes. Et c'est vrai que ça, c'est quand on avait parlé au téléphone avant le podcast, ça avait retenu mon attention. Et comme c'est un concept Mhm. assez nouveau, donc le concept de DNVB, et que c'est encore un peu méconnu en France, je trouve que c'est un modèle d'affaires intéressant, parce qu'on le voit, chez vous, ça a bien marché. Le produit s'est vendu très vite via la campagne de crowdfunding, comme tu l'as dit, et puis après, je suppose qu'en fonction des retours clients, la communauté, de la création du site et des canaux d'acquisition, bah, vous allez continuer à le vendre, parce qu'en fait, si tu en vends 1700 via Kickstarter, tu peux toujours en vendre d'autres avec de la publicité. Et Exactement, ouais, tout à fait, c'est ça, c'est non, mais exactement ça. enfin, j'adore ces concepts, hein. Je trouve que quand j'ai vu Wopilo la première fois, j'ai tout de suite deviné que c'était style DNVB. J'ai vu qu'il y avait peu de produits sur le site, que ça semblait, je sais pas, ça semblait nouveau, une autre expérience que ce qu'on peut voir sur d'autres sites, plus chaleureux, plus familier. Je vais pas dire Bah, familier, mais en tout cas plus ce chaleureux. que tu parlais des enjeux tout à l'heure, Ouais, en fait, je pense qu'au tout départ, la grande difficulté d'un projet comme ça, c'est de rendre cette catégorie de produits, un oreiller ergonomique, plus attractif. Un oreiller ergonomique, c'est souvent vendu sur un site blanc avec un fond vert ou ouais, l'inverse. En c'est ça que termes je de veux dire. marketing, c'est toujours un objet qui est un petit peu médical pour des personnes qui souffrent. Et le challenge, c'était vraiment de le rendre sexy C'est ça. et puis ensuite de l'améliorer, quoi. C'est ça, bah, c'est vrai que si vous allez sur le site Wopilo, ben, vous verrez que c'est justement très bien vendu, ça donne envie. Alors que c'est qu'un simple oreiller et il est vendu, attends, je regarde le prix, mais il est vendu comme un bon 70, 80, 79 €. voilà, 79 euros, j'allais dire 80. Voilà, c'est pas donné pour un Faut oreiller, pas hein. J'ai dire encore été 80. voir chez Ikea, t'as des oreillers à, bon, je sais bien que c'est pas la même qualité, mais 10-20 euros, donc il faut réussir à le vendre. Et vous en avez vendu beaucoup, quoi. Oui, on a une vraie différenciation produit qui est très très forte sur le concept, sur l'aspect qualitatif aussi. On est fabriqué en France, on utilise des super matériaux. C'est un bel oreiller, C'est ça. clairement. Mais oui, il faut créer quelque chose de différent par rapport à la concurrence, par rapport à Ikea que tu as pu citer, ou toutes les autres marques ou les marques distributeurs. Parce qu'un oreiller, avant d'être sensibilisé à ce concept, en général, tu prends le premier qui te passe sous la main. On a aussi observé qu'il y avait un déficit de notoriété hyper fort sur la catégorie. C'est-à-dire que Ouais.
les prospects ont du mal à citer des marques d'oreiller. Je connais pas du tout. Passer Ikea et Dodo, qui est une marque en France qui a de l'historique, il y a vraiment peu de marques qui ressortent fortement. Et c'est aujourd'hui encore un vrai challenge pour nous, c'est de venir justement prendre de la notoriété sur cette catégorie de produits. Ouais, c'est ça que j'allais dire, c'est rentrer dans l'esprit du consommateur comme Wopilo égale oreiller finalement, comme Coca-Cola Exactement. égale boisson sucrée ou comment on dit ça, rafraîchissante. Non mais c'est vrai, hein, c'est vrai que moi je connais pas forcément des marques purement qui font de l'oreiller ou du linge de lit. Peut-être que je suis nul là-dedans, mais je connais pas trop. Non, t'es pas nul, c'est vraiment en notoriété spontanée. Il y a Ouais. très peu de marques qui sont citées en oreiller et c'est une vraie opportunité pour nous parce qu'on est encore très peu connus et c'est notre objectif, c'est de pouvoir être la référence, en tout cas en ligne dans un premier temps, de l'oreiller. C'est ça, donc du coup, ça montre que vous allez continuellement pousser au maximum ce produit et en faire votre produit phare finalement, parce que si vous commencez, on en parlera peut-être après, mais à lancer plein de gammes de produits, au final, vous finissez par vous perdre dans votre ambition et dans votre... Comment on dit ça encore? Dans le développement, Dans le non, développement. Dans le développement. on est vigilant sur le sujet. C'est sûr qu'aujourd'hui, la stratégie de notre envie, notre ambition, c'est de travailler sur la verticale oreiller et d'être incontournable sur cette partie-là. Et après, en fait, il y a beaucoup de sujets connexes, donc on en parlera tout à l'heure, et qu'on peut proposer. Il y a différents types de produits qui viennent justement très bien s'inclure autour de l'oreiller, quoi. Mais c'est vrai que ça c'est sûr, autour d'un univers finalement. Ça on en parlera peut-être aussi, c'est un univers que tu vas créer et là en effet tu peux y insérer d'autres produits. Bon, écoute, je te propose de parler de ce que je voulais, ce qui m'intéressait vraiment, tu vois, dans cette interview, c'était le sujet des DNVB et de l'expérience client. Parce qu'on le sait, une DNVB, c'est très proche de ton client, à la différence d'un gros mastodonte qui connaît pas du tout son client, qui lui parle jamais. Vous, c'est un peu l'inverse. Le but, c'est de parler le plus possible au client avant et après l'achat et d'avoir le moins d'intermédiaires possible. On est d'accord entre le moment où la personne te découvre et au moment où elle achète et ensuite au moment où tu envoies le produit. Tout à fait, en fait, c'est vraiment cette verticalité et elle est sur différents segments de ton activité. Une DNVB, ça va être une marque qui va se développer dans un premier temps sur Internet, en lançant comme nous souvent un produit unique ou alors dans une gamme très restreinte et en créant une communauté et se développant avec elle. C'est ça. Et donc tu vois, sur la partie produit, c'est ce qu'on a fait. C'est un produit unique. Ça permet de maîtriser. En fait, il y a vraiment dans la DNVB cette notion de maîtrise qui est très importante. Sur le produit, tu maîtrises la qualité, la production, les fournisseurs, de l'achat à la découverte du produit, l'expérience client et les feedbacks. Sur la partie distribution, tu maîtrises ton site internet, tu vois, et le fait de ne pas avoir d'autres canaux de distribution, ça te permet de te concentrer sur ton site et de le maîtriser. Ça n'empêche pas d'en changer. On a déjà nous changé 2 fois de site internet en l'espace de 3 ans, mais on le maîtrise beaucoup. Et ensuite, tu as la partie communauté, la partie prospect client. Et c'est pareil d'être en direct avec eux sans intermédiaire. Ça te permet de bien les connaître, de bien savoir qui ils sont, ce qu'ils demandent, ce qu'ils aiment, et aussi de maîtriser les différents points de contact que tu peux avoir avec eux. Donc tu as vraiment cet aspect de maîtrise dans une DNVB et d'avoir une offre très, très restreinte. Ça te permet vraiment de maîtriser tous les aspects de ton business et ça permet d'être meilleur sur tous ces aspects-là. Et je pense que c'est d'aller plus vite. Et d'aller plus vite aussi, ouais. Ouais, moi je retiens de ce que tu dis, c'est la verticalité, c'est qu'en effet, quand tu n'as pas forcément plein de distributeurs, tu peux changer tes prix, tu peux faire des promotions, faire des offres, ce qui n'est pas vraiment le cas quand tu as plein de distributeurs qui vont dire non, je suis pas d'accord que tu mettes le prix moins cher sur ton site s'il est à ce prix-là sur le mien. Donc ça complique tout de suite les choses. Tu peux aller en effet beaucoup plus vite, c'est très facile de tester, c'est très facile de demander l'avis. De demander l'avis à nos clients, de leur envoyer des produits, qu'ils les testent et on leur demande qu'est-ce qu'ils en pensent. Donc oui, ça apporte beaucoup de souplesse et de maîtrise.
Ouais, je vois. Et c'est vrai que justement, puisque tu parles du client, c'est vous avez l'obsession expérience client, donc presque autant que sur le produit. C'est vrai que tu peux très bien très focaliser sur ton produit et toujours, chercher à l'améliorer ou créer d'autres gammes. Vous, c'est pas vraiment le cas, tu l'as dit, c'est monoproduit, en tout cas au début, pendant quelques années, ça a été le monoproduit et justement, toi, tu me dis que c'est indispensable de constamment, discuter avec ses clients. Donc pourquoi est-ce que tu penses que, justement, un entrepreneur ou une jeune marque doit absolument avoir une obsession pour le client? Alors, à mon sens, au-delà du produit, euh, nous vendons aussi une expérience. Et on a travaillé sur notre mission, elle est d'innover dans le respect de la planète pour améliorer les nuits de millions de personnes. Mmh. Et pour ça, il ne faut pas proposer juste un bon oreiller, ça ne suffit pas. Il faut vraiment que toute l'expérience soit excellente. Du moment où je vais découvrir la marque, peu importe le canal par lequel je découvre la marque, au moment où je vais la recommander autour de moi. Et en fait, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on se met à la place du client. Ouais. C'est comment est-ce que je souhaiterais être traité en tant que client. Je pense qu'on a tous eu des expériences difficiles avec certaines marques, certains services, et qui sont extrêmement frustrantes, le niveau d'information que je veux recevoir et comment je veux qu'on me donne cette information. Est-ce que je veux quelque chose qui soit difficile à lire, à comprendre, qui soit pas très user-friendly, ou alors je veux quelque chose de sympathique, sur un ton qui me correspond, avec des visuels qui sont agréables. Et c'est cette relation qui est vraiment fondamentale avec la qualité des produits qui sont les bases de notre métier, quoi, les bases de Wopilo. Et en fait, je pense qu'à partir du moment où tu arrives à maîtriser cette relation client et qu'elle fonctionne et que les clients te disent non mais c'est super, j'apprécie que vous preniez du temps pour m'expliquer, Oui. pour trouver des solutions, j'apprécie la tonalité des messages que vous m'adressez, et ben ensuite derrière ça devient un cercle super vertueux. Parce que quand on est content d'une marque, on va avoir beaucoup plus de facilité à la recommander autour de nous. Et en fait, ça va lui offrir un capital sympathie. Ça va venir créer quelque chose dans la marque qui sera hyper difficile ensuite de lui enlever, quoi. Il faut toujours le préserver, mais c'est un vrai atout dans notre démarche d'avoir cette expérience client et de faire un focus dessus. Et on a toujours mis et on continue à mettre beaucoup d'énergie et beaucoup de ressources, et on va continuer à le faire parce qu'on est persuadé qu'aujourd'hui c'est un des facteurs clés de succès de Wopilo et de croissance aussi. D'accord. Donc c'est vraiment avoir des personnes dédiées pour discuter avec les clients quand ils ont des difficultés, pour le support aussi quand quelqu'un a acheté et qu'il n'est pas forcément content ou que son produit n'arrive pas. C'est bien Ça, ça c'est dont une tu parles? partie, mais Une partie, oui. alors il y a tout à fait ça, mais il y a aussi toute une partie en amont. Quel oreiller je dois acheter. Donc on a 3 types d'oreillers maintenant qui sont disponibles sur le site, Ouais. 4 avec celui des enfants qu'on a lancé hier. Et donc en fait, les personnes disent bah voilà, moi j'ai ces habitudes-là, et en fait, tu viens conseiller, tu viens dire avec le recul qu'on a, avec les différents cas de figure qu'on a pu observer par le passé, on vous recommande de faire ça, on vous recommande de prendre tel oreiller, on donne même des conseils sur comment mieux dormir, plein de petits trucs que tu peux faire donc avant l'achat. C'est pendant l'achat aussi, parce que tu as toujours des choses qui peuvent intervenir pendant l'achat. Donc les livraisons, les problèmes de conversion, etc. Et ensuite, post-achat. Quand soit tout va bien et les gens disent ah, mais c'est génial, etc. Et puis l'expérience, quand les gens te disent que ça va bien, elle s'arrête pas là. Tu peux évidemment leur répondre, leur proposer d'autres choses, leur proposer du contenu pour encore améliorer leur sommeil, ou pour qu'ils parlent de Wopilo autour d'eux. Et puis quand ça va pas, évidemment, et quand ça va pas, il faut toujours trouver des solutions et toujours proposer des solutions. Et ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place très très tôt, et qui fait qu'aujourd'hui, on a un super taux de satisfaction et on a un super taux de recommandation. D'accord. Et justement, comment est-ce que vous mesurez ce taux de satisfaction et de recommandation? Ça m'intéresse.
On a un indicateur qui est très factuel, c'est le taux de retour, qui est Oui, inférieur à 5% chez nous, qui est très maîtrisé et aussi tu as tout ce système et c'est vrai que c'est quelque chose auquel on attache beaucoup d'importance, c'est les avis. Et des avis sur notre site, si je dis pas de bêtises, on en a plus de 3000 ou 3500. Donc c'est un petit peu moins de 10% des clients qui laissent des avis. attends, un peu moins de 10%, c'est quand même énorme ça du coup. T'as 10% de tes clients qui laissent un avis sur le produit sur le site ou alors ailleurs? Sur le site. Ok, Sur le d'accord. site. C'est vrai que là je Sur vois le sur le site site, qu'on peut mettre un avis, ouais. tu peux laisser les avis. En fait, surtout, 3 semaines après l'achat, on envoie un email en demandant à notre client de laisser un avis, de lui dire comment ça D'accord. se passe, est-ce que tout va bien. Et on a surtout toute une suite d'emails d'accompagnement post-achat pour dire est-ce que vos premières nuits se passent comme vous le voulez. Changer les habitudes de sommeil, c'est pas si facile que ça. Quand tu changes d'oreiller, il faut faire attention à plusieurs choses. Donc, bon, on fait un gros accompagnement par email, justement pour s'assurer que tout se passe bien et que s'il y a le moindre souci, que nos clients sachent qu'on est à disposition pour échanger avec eux, pour trouver des solutions, si jamais il y a le moindre problème. Ça c'est super Donc, voilà. intéressant. Et donc du coup, les personnes à qui vous envoyez ces mails-là, est-ce qu'il y en a beaucoup qui vont répondre, qui vont dire écoute, ouais, ça se passe pas bien, ou ça se passe mieux, Oui, comment ça se passe? beaucoup. J'ai pas les stats exactes, mais je me demande si ça doit être supérieur à 20% des gens qui nous répondent. Oh, c'est énorme. Des Ouais, clients, oui. ouais, des clients, et souvent c'est super, ça a changé mes nuits. Qu'est-ce que je dors mieux avant? Et puis, euh, vu qu'on a un ton de communication qui est assez, qui instaure une certaine proximité, on a des fois des anecdotes super marrantes, des gens qui disent que ça a changé leur vie ou que leur mari est beaucoup plus sympa depuis qu'il dort sur un haut pilot, etc. Donc, ça fait plein de choses qui sont amusantes aussi dans le quotidien et qui sont agréables à partager dans l'équipe et qui nous font toujours sourire et qui nous font toujours super plaisir. Ouais, c'est cool. Bah, de toute façon, je suis sur le site là actuellement, et c'est vrai qu'on ressent justement certaines choses sur le site que, je sais pas si on pourrait dire la douceur, mais comment dire ça? Le On voit confort. le confort, pardon, le confort, et on voit une tonalité un peu différente. Enfin, je le ressens quand je suis sur le site. Tu vois, on voit que ça a été vraiment travaillé. Je suppose qu'il y a eu un travail de branding qui a été fait, de dire voilà, voilà notre tonalité, voilà nos valeurs, et ça se reflète beaucoup dans le visuel Alors et dans le texte complètement aussi. sur ce travail de branding, c'est un travail qu'on a fait assez tôt dans l'histoire de Wopilo. On a créé une plateforme de marque avec l'aide d'un consultant qui s'appelle Michel et que je remercie, euh, qui nous a aidé à définir qui on était. D'accord. Donc on l'a fait en 2018, en juillet 2018, et on a mis 6-9 mois, et on a défini donc quelle était notre mission, quelle était notre valeur, quelle était notre clientèle, D'accord. quand est-ce qu'on devait leur parler, comment on devait leur parler, euh, et, euh, et quel était notre positionnement, qui on était. Et en fait, ce travail-là, il est fondamental. Il nous a vraiment permis de nous découvrir et de nous donner beaucoup de visibilité sur ce qu'on avait envie de faire pour nos clients. Ah, mais Tu je suis vois, d'accord, hein. Même pour toute l'équipe, parce que si tu as une nouvelle personne qui rejoint ton équipe, je sais pas, dans la communication, le marketing, et qui ne connaît pas la marque, et que le fondateur explique pas bien, explique pas clairement quelles sont les valeurs, qui on est, quelle est notre mission, bah, la personne ne peut pas bien communiquer avec les clients et les comprendre, ou en tout cas faire du marketing authentique. c'est un très bel outil à avoir. Et quand on arrive à l'avoir aussitôt, c'est un outil hyper puissant qui nous a vraiment permis de nous projeter dans la suite, sans doute, et qui a permis aussi d'aligner tous les intérêts de toute l'équipe, des clients, de tout le monde. Et on est tous derrière une mission, et ça fonctionne très très bien. Et ensuite, ça t'offre ce que tu disais, c'est un ton de marque, Ouais. une façon d'échanger et d'apporter de la cohérence dans ce qu'on fait, et c'est très rassurant en fait. Et tout ça,
ça permet de construire au fur et à mesure que le temps passe, parce qu'il faut du temps de toute façon, j'en suis persuadé, pour développer une marque. Ça permet de construire un peu de notoriété. Et plus le temps passe, plus on arrive à acquérir de la notoriété au fur et à mesure. Ça prend vraiment du temps. Ouais, comme on l'a dit, c'est vraiment s'installer dans l'esprit du client en tant que marque et en tant que, référence dans une gamme de produits, un secteur particulier. Donc là, c'est plutôt l'oreiller, ou ça pourrait être même le monde de tout ce qui est la nuit, parce que là, je vois que vous vendez plus seulement des oreillers, on y viendra, mais le linge de lit et une gamme enfant aussi. Et donc, du coup, c'est vrai qu'on pourrait parler de ça, c'est que, donc là, avec le feedback client, est-ce que c'est quelque chose qui vous aide pour développer vos produits, communiquer sur vos offres, améliorer des offres existantes? Tout à fait. Et évidemment, c'est vraiment la source d'idées, de génération d'idées sur améliorer l'existant, le produit en lui-même. Tu vois, par exemple, l'oreiller Wopilo, on a changé beaucoup de caractéristiques du produit, les quantités de garnissage, les qualités de mousse à l'intérieur, les qualités de finition, mais aussi toute l'expérience client autour. Qu'est-ce qui se passe quand je reçois un produit chez moi, que j'ouvre le packaging, il y a des clients qui te disent ah bah ça s'est pas bien passé, ça c'est incroyable et c'est une hyper bonne idée, et en fait tu viens vraiment améliorer et ton produit et ton expérience. C'est la même chose pour les emails. Tu vois, quand ils sont plus ouverts que d'autres, comment tu rends cette expérience incroyable. Et après, tu as toute la partie développement produit, où là, il y a énormément de choses qui nous sont soufflées par nos clients. Ce serait bien que vous fassiez ça, est-ce que vous avez pensé à faire ça? Et en fait, souvent, il y a des choses auxquelles on n'a pas pensé. Et on a lancé l'année dernière une version 100% modulable de l'oreiller Wopilo, qui s'appelle le Wopilo Plus, qui te permet d'ajuster le garnissage à l'intérieur des poches, de choisir si tu veux un cœur qui soit plus ferme ou plus souple. Ouais. Et qui aujourd'hui se vend aussi bien que l'oreiller Wopilo normal, et qui sont des améliorations qui nous étaient suggérées par les clients. Ça, c'est top. Ce serait bien vous puissiez faire ça, etc. Et en fait, plus le temps passe, plus on prend en considération tout ça, et plus on améliore, et plus l'offre s'améliore et les produits s'améliorent avec ça. Et c'est la même chose pour le linge de lit. On avait des demandes de clients sur le sujet qui nous disaient est-ce que vous n'avez pas envie de vous lancer là-dessus? On avait des envies d'éco-conception et de faire un petit peu attention à la qualité du sourcing, à ce qu'on pouvait proposer, et c'est comme ça qu'on a lancé du linge de lit haut de gamme en coton biologique certifié GOTS en juillet de cette année, qui est une extension naturelle de l'offre d'oreiller. D'accord. Et donc ça, c'est aussi venu, encore une fois, du feedback client. Après, ce que j'allais dire, c'est que le risque, quand tu regardes trop les avis clients, c'est que tu prennes des idées, qu'il y a juste qu'une seule personne a suggéré. Est-ce que vous, quand vous validez une nouvelle idée, est-ce que vous essayez de voir si plusieurs clients ont posé la question ou ont suggéré l'idée, ou est-ce que vous réfléchissez vous-même en interne sur le fait qu'une idée est réalisable ou non? Alors, on systématiquement demande l'avis à nos clients, et c'est l'avantage d'avoir une base client très large. C'est qu'aujourd'hui, on peut les solliciter en leur envoyant un questionnaire, en leur demandant qu'est-ce que vous pensez de ces idées-là. Donc ça, vous faites ça avant de développer un produit. Exactement. Sur le linge de lit, si mes souvenirs sont bons, on a eu peut-être 1500 réponses sur quels étaient les types de fermeture, qu'est-ce qui était important, quels étaient les motifs ou les couleurs à privilégier. Et en fait, on vient demander énormément de feedback sur des idées, soit qui sont celles des clients, soit qui sont celles de l'équipe, ou soit qui sont celles des fournisseurs. D'accord. Et ensuite, on les teste auprès des clients, évidemment, avant de se lancer dans des protos ou de se lancer dans d'autres choses, quoi. Ouais, donc une belle étude de marché à distance, encore une fois, sans forcément
forcément téléphoner à tes clients ou faire les fameuses études où tu les rencontres en face à face avec un papier. Là, c'est juste un questionnaire que tu envoies et honnêtement, c'est rare, hein. J'ai rarement entendu des marques qui m'ont dit qu'elles faisaient des sondages ou des questionnaires, pardon. Alors sur les DNVB, il y en a de plus en plus et c'est une D'accord. pratique que j'encourage Ouais, beaucoup parce que c'est une mine d'informations et en fait souvent on n'ose pas demander et en fait qu'est-ce que faut le faire, enfin, hein. c'est pas très compliqué et souvent les clients sont hyper contents qu'on sollicite leur avis, sont encore plus contents quand on développe le produit Bah oui. dont ils ont envie et ça fonctionne super bien. Ouais, parce qu'il s'implique. Dis-moi, est-ce que tu peux me donner quelques questions que vous posez du coup à vos clients dans le cadre d'un sondage, des questions génériques bien sûr, genre quel est ton problème ou qu'est-ce qui te pose problème dans ta nuit ou je sais pas exactement. Là, c'est plutôt quand on décide de travailler sur un produit, c'est Ouais, plutôt d'essayer de déterminer quelles sont les caractéristiques ok. qui seraient importantes pour le produit. Je te donne un exemple pour le linge de lit. Alors évidemment, on a travaillé sur les dimensions, sur les systèmes de fermeture. Est-ce qu'il fallait des boutons? Est-ce qu'il fallait une autre forme de housse de couette? Sur les préférences, alors il y a des sujets au niveau du prix, c'est quel est le prix maximum ou quel est Ah ouais, ok, d'accord. les fourchettes de prix avec lesquelles vous êtes à l'aise, le lieu de confection, la qualité du produit, et en fait tu viens essayer de créer des pondérations et de dire en fait c'est sur ce point-là sur lequel on doit s'attarder. Et tu vois par exemple notre linge de lit, il est fabriqué au Portugal parce qu'ils ont un savoir-faire super là-bas et Ouais, c'est connu. c'était le lieu de fabrication était moins important pour nos clients que le fait que ce soit du coton biologique par exemple. D'accord, ok, d'accord. Et donc c'était Donc en fait, principalement des QCM, en fait, c'était finalement oui, non, ou alors différentes suggestions. exactement, et à la Ok. fin, il y a toujours des questions ouvertes avec Ouais, plein de suggestions et plein de choses. Alors après, comme tu le dis, on peut clairement pas tout développer et c'est vraiment pas l'idée, mais c'est plutôt de se dire est-ce qu'on va dans la bonne direction, est-ce que voilà, on a deux idées, laquelle faut retenir, en tout cas laquelle aura la préférence des clients. C'est très très utile. d'accord. Bah écoute, c'est super intéressant. Et dis-moi, est-ce que c'est possible justement que tu envoies un lien du questionnaire pour que je puisse les mettre dans les notes de l'épisode et qu'on puisse voir à quoi ressemble ce genre de questionnaire? Parce que moi, honnêtement, ça m'intéresse. Après, je comprendrais que tu me dises non, c'est pas possible, c'est des données. Enfin, c'est pas je veux pas demander les réponses, mais les questions que vous avez posées à vos clients, parce que Ouais, honnêtement, je trouve ça bien sûr, intéressant. si, bien sûr, je t'enverrai celui du linge de lit sans problème. D'accord. Et donc, en plus de ça, quand vous lancez le linge de lit, bah, en fait, il y a déjà 1500 personnes qui l'attendaient, quoi. Donc ça, c'est top aussi. Exactement, oui, oui. Et puis ensuite, tu peux faire tout un travail sur les newsletters, sur ta base client, en les prévenant C'est du ça. lancement, en faisant des segments d'emails spécifiques. Et oui, oui, c'est tout l'avantage d'une DNVB, c'est que, et surtout une comme Wopilos qui se base pas sur du renouvellement ou sur de l'abonnement, C'est ça. c'est que nous, en général, tu n'as besoin que d'un seul oreiller pour bien dormir, t'as Ouais. pas besoin d'en mettre deux ou trois. Et donc, le repeat, quand il se fait pour offrir à son conjoint, à sa femme, à sa maman, à sa fille, son fils, etc., pour les gens proches de la famille. Mais il n'y a pas de repeat pour soi, en tout cas pas pour le moment. Il y en aura à la fin de vie des oreillers, mais c'est pour bientôt, pour les premiers. Mais voilà, donc il faut diversifier la gamme et l'élargir justement pour pouvoir continuer d'échanger et de créer cette relation avec les clients. Bah justement, ça tombe bien. C'est que je voulais te poser ces questions-là sur le fait d'élargir une gamme parce que tu l'as dit que ça a très bien marché pour vous de vous focaliser juste sur les oreillers. En plus de ça, ça facilite tout le discours, ça facilite la notoriété de la marque. Du coup, maintenant, vous vendez du linge de lit. Et là, j'ai vu récemment qu'il y a des offres pour les gammes enfants. Donc, ça fait 2 gammes de plus en quelques mois. Parce que j'ai bien compris, le linge de lit, c'est sorti Ouais, il y a quelques mois. Euh, ouais, tout à fait. et en fait, ça, c'est un choix que vous avez fait de vous dire, en fait, on ne va plus vendre que des oreillers à partir de maintenant, mais on va aussi vendre du linge de lit et d'autres choses. Pourquoi vous avez fait ce choix en particulier, plutôt que, par exemple, j'invente, de chercher à vendre l'oreiller partout dans le monde, par exemple? C'est une excellente question. C'est vraiment une décision stratégique. Mhm.
Ce que tu expliques, c'est un peu le développement naturel d'une DNVB. C'est-à-dire que dans un premier temps, elle va développer un premier produit. Ensuite, en règle générale, elle va élargir sa gamme. Et dans un troisième moment, en règle générale, elle va essayer de faire de l'international. Et en fait, nous, on a mis du temps à créer une marque qui fait bien les choses, que j'espère, en tout cas ce qu'on constate, que les clients apprécient, que les clients recommandent. Et préférons créer une relation forte et durable en France, d'ailleurs un petit peu en Belgique aussi, Ah, en élargissant la gamme de produits, plutôt que de lancer les pays tout azimut, surtout sur une verticale où en fait le produit oreiller a des spécificités géographiques. ok, T'as pas les mêmes intéressant. formes d'oreiller, les mêmes tailles. Aux États-Unis, tu as des tailles qui sont beaucoup plus grandes que celles d'Europe. Tu as Ils des sont plus grands, pays. Ils sont plus grands, ouais. plus Non, massifs. par contre, ils ont beaucoup d'oreillers par personne, beaucoup plus Ah, c'est vrai? qu'en J'avais pas France. pensé Ouais, à ça. ouais, ouais, il y a une vraie culture de l'oreiller aux D'accord. États-Unis. Et c'est aussi un produit qui est assez difficile à exporter, parce que c'est un produit qui prend de la place. Tu vois, il y a Ouais. beaucoup de volume. Ouais, donc Et pour donc, les envois, pas facile. tu as des vraies contraintes de business model, même si tu réfléchis à des entrepôts que tu pourrais livrer sur place. Et en fait, le marché est tellement euh, peu adressé en France. Tu vois, il y a une telle opportunité de notoriété et de créer la marque d'oreiller que tout le monde connaît dans les 10 prochaines années, qu'on trouve qu'avant d'essayer d'aller vendre des oreillers un peu partout dans le monde, essayons déjà d'en vendre très Partout en France. correctement en France, et ensuite une fois qu'on voit que ça marche, de pouvoir proposer d'autres produits à côté. Et si tu veux, c'est plus facile à notre sens de proposer des produits à des clients qui nous apprécient et qui nous font confiance, que d'aller essayer de vendre des oreillers dans le reste du monde, quoi. Donc D'accord. aujourd'hui, c'est vraiment cette envie, et je pense aussi que c'est une envie partagée par toute l'équipe, c'est de créer quelque chose, voilà, de fort en France, une marque avec beaucoup de caractère, avec une vraie identité, plutôt que de se dire on prend un produit et on essaye de le mettre un peu partout, et peu importe le suivi, c'est très difficile de Ouais, je lancer vois ce que tu veux des dire. pays, quoi. C'est pas juste se dire, voilà, je vais vendre l'oreiller au maximum pour faire un maximum d'argent. C'est plutôt s'établir d'abord en France avec l'oreiller comme produit phare et puis après lancer d'autres gammes de produits sans forcément que ça vienne prendre trop le pas sur le premier produit de base, donc l'oreiller. Parce que je suppose que là, quand vous faites votre acquisition de clients, on va en parler aussi, ça reste quand même l'oreiller. Je sais pas, j'ai encore vu les pubs récemment. L'oreiller, ça reste le produit qu'on voit le plus dans les publicités. Et c'est logique. Et c'est la volonté dont je te parlais, il y a vraiment cette opportunité de notoriété, d'essayer de venir créer la marque de référence en France sur l'oreiller, qui nous intéresse. On a eu l'opportunité en mai dernier de faire de la publicité télé, Mhm. et, évidemment on met en avant le produit oreiller, et si on a C'est ça. l'opportunité de le refaire, on mettra en avant le produit oreiller, parce qu'aujourd'hui voilà, c'est notre produit et c'est le produit pour lequel on nous connaît, et tant qu'on n'a pas, si tu veux, acquis une notoriété suffisante, on continuera à mettre en avant le produit oreiller. Ouais, je comprends tout à fait. Bon, en tout cas, c'est bien l'initiative d'avoir une gamme de produits, enfin une gamme de produits plus complète, pas centrée, encore une fois, toujours autour du fait de dormir bien, parce que c'est ça la mission, c'est de faire en sorte que les gens dorment mieux, du coup, c'est logique d'avoir du linge de lit qui est plus confortable. Je sais pas quelles sont les autres caractéristiques, tu avais parlé du fait qu'il est biologique, et donc du coup, c'est vrai que bah, d'un côté, c'est aussi une opportunité de faire du cross-selling pour tes clients existants. Et en plus de ça, Complètement. ben, ça fidélise finalement. C'est juste que, comme tu disais, c'est compliqué d'avoir du repeat avec un oreiller. Donc, ça fait aussi du sens d'avoir une gamme de produits. Après, je sais pas jusqu'où vous voulez aller, parce que c'est vrai qu'une fois que ça devient trop complexe et qu'il y a trop de produits, tu sais plus lequel prendre et tu sais plus lequel est le produit principal. Et du coup, on Oui, finit bah par s'y perdre. alors exactement, on a encore beaucoup de marge, hein, très clairement. Aujourd'hui, c'est vrai que tu as les oreillers, tu as le linge de lit. On a lancé donc tout récemment toute une gamme pour l'enfant, donc Mhm. avec un oreiller, une couette et du linge de lit aussi bio pour les enfants. Ouais, je suis dessus. Mais
tu as encore, on va lancer très prochainement une couette. On va évidemment élargir la gamme sur le linge de lit pour multiplier les coloris et les motifs. Et il y a encore quelques innovations parce qu'on cherche toujours à avoir un côté innovant dans ce qu'on propose. En tout cas, pas faire des choses qui se retrouvent facilement, que tu peux aller voir chez les concurrents. On essaye toujours de mettre notre patte sur les produits qu'on propose. Et donc, on travaille là sur des innovations pour 2021. Justement pour améliorer les nuits de nos clients. D'accord. Et c'est vrai que tu viens de parler de concurrents, mais c'est vrai que j'ai l'impression que vous vous concentrez pas du tout sur ce que font les concurrents, mais vous êtes uniquement focalisé sur votre marque et le feedback de vos clients. Parce que c'est vrai qu'il y a on connaît tous l'histoire de l'entrepreneur qui ne fait que regarder ce que fait le voisin, et au final, en recopiant ce que fait le voisin ou en essayant de faire des choses différemment, en fait, il se perd parce qu'il ne sait pas trop où il va. Là, j'ai l'impression que vous, les concurrents, vous les regardez pas trop. Sur l'oreiller, si tu veux, il y en a pas tant, pas tellement. Ouais. Alors en fait, il y en a pas tant et il y en a des milliers. C'est-à-dire si tu vas sur Amazon et que tu tapes oreiller, tu as des milliers de références, des milliers de fournisseurs différents, mais tu n'as pas une marque de confiance à laquelle tu peux t'adresser, quoi. C'est ça. Ou très peu. Et non, on regarde très très peu ce que font les concurrents. On regarde plutôt quels sont ce qui est fait en termes de marketing sur les startups qui fonctionnent un peu de la même façon que nous. Peu importe le produit, donc ça va être plutôt dans la communication, dans l'acquisition, dans le marketing. Mais sinon, non, sur les concurrents oreillers, on regarde très peu ce qui se passe parce que ça nous intéresse pas trop. On veut vraiment essayer de faire comme on fait et de continuer à être de mieux en mieux et à proposer les meilleurs produits, la meilleure expérience. Mais vous avez raison. Après, quand il y a des concurrents, il faut voir un peu ce qu'ils font. C'est logique. Là, dans ce cas-là, il n'y en a pas tellement. Et comme tu dis, tu as 150 000 fournisseurs qui proposent des oreillers. Mais en réalité, ce que certaines personnes veulent, c'est une marque à laquelle ils croient, en tout cas, qui partagent leurs valeurs et une marque qu'ils aiment bien, qu'ils apprécient. Donc, du coup, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et moi, je trouve ça super intéressant. Encore une fois, on est dans un produit finalement de nécessité. Est-ce que tu en as besoin d'avoir un oreiller? Mais tu ne penses pas que tu pourras avoir un oreiller qui est meilleur? Parce que là, on n'a pas trop parlé non plus, mais c'est aussi un oreiller qui vient limiter une douleur. Comme tu l'avais dit, c'est le fait d'avoir des douleurs dans les cervicales. Il y en a plein qui ont ce problème-là quand ils sont plus âgés ou qu'ils ont eu des problèmes de santé. Donc ça, déjà, c'est intéressant. C'est un vrai sujet et je pense que c'est aussi un des facteurs clés de succès au début, en tout cas, quand les gens venaient sur le site de Wopilo pour acheter un oreiller, c'était en premier lieu pour venir... Pour la douleur, exactement, j'ai mal et Wopilo est une solution crédible qui fonctionne à mes douleurs cervicales. Et plus le temps passe et plus la notoriété s'installe et plus, si tu veux, on vient pour la qualité. Il y a la qualité, on vient toucher un plus large spectre de clients et qui sont là maintenant pour le confort, pour la qualité du produit, pour la notoriété, en fait, qui se rendent compte qu'un oreiller ergonomique, c'est pas uniquement quand j'ai mal, mais ça peut être préventif, ça peut être juste parce qu'il est plus confortable que mon oreiller traditionnel qui me soutient pas les cervicales ou mon oreiller ergonomique qui me soutient les cervicales mais qui est pas très agréable. Et en fait, tu viens dépasser je viens chercher quelque chose contre la douleur, mais plus maintenant quelque chose pour le confort, parce que j'ai confiance, parce qu'on en a parlé, parce que c'est agréable, c'est sympa et que le produit me plaît. Mais on est en train d'essayer de dépasser juste on est une solution à douleur. Je vois l'idée. Bah écoute, justement, on peut maintenant parler de la dernière question que je m'étais posée et que je voulais te poser, c'était les canaux d'acquisition. Tu as parlé du fait qu'il y a des gens qui entendent parler de vous, donc c'est de la recommandation, mais c'est quoi justement aujourd'hui les canaux d'acquisition qui ont été les plus intéressants pour développer ta marque ces dernières années, au-delà de Kickstarter? Ça, on a déjà parlé au début. Bien sûr, on a, si tu veux, je vais mettre de côté les traditionnels mais hyper importants, Google Search, Facebook, le SEO, etc., qui sont des leviers quand tu es un e-commerçant qui sont obligatoires. Donc ceux-là, on les utilise et on en a besoin. Mais ceux qui nous ont beaucoup apporté et qui sont peut-être un petit peu
un petit peu différent ou qu'on a traité différemment, c'est l'influence. D'accord. L'influence sur Instagram ou YouTube qui est gérée en interne et qui fonctionne très bien parce que quand tu es une marque qui n'a pas de notoriété, tu as besoin de réassurance, et la réassurance d'un tiers qui apprécie le produit, tout comme les avis, c'est très fort et c'est très puissant. Donc ça nous a vraiment aidé et ça continue à être un canal d'acquisition important. Et c'est aussi l'influence à travers un réseau de professionnels de santé. Donc on travaille avec plus de 500 professionnels de santé qui sont des ostéopathes, des chiropracteurs ou des kinésithérapeutes qui ont reçu des oreillers et qui les recommandent à leurs patients quand ils ont des douleurs cervicales. Donc ça, c'est vraiment la meilleure recommandation possible. Ouais, voilà, finalement, on reste dans la recommandation. Ouais, quand tu n'es pas connu, c'est très important d'être recommandé. Et ça, c'est depuis le début que vous faites ça, les influenceurs, ou c'est venu avec le temps? C'est quasiment depuis le début. C'est vraiment au tout début 2018, on a lancé cette stratégie d'influence. C'est quand même un canal aussi qui est assez connu pour les DNVB. Et c'est après la première personne qui m'a rejoint, qui était le directeur marketing de Wopilo, qui s'appelle Florian. C'est le deuxième recrutement qui a été fait pour la boîte. C'est une personne en charge des relations avec les influenceurs. D'accord. Et donc du coup, comment ça se passe? Vous envoyez le produit ou alors vous leur proposez l'idée et puis après vous... Oui, on propose l'idée. C'est Louise qui s'en occupe chez nous, qui propose aux différents influenceurs qu'elle trie et qu'elle choisit soigneusement en disant qu'il y a un fit avec notre clientèle cible et elle leur propose des oreillers et ils les testent et ensuite ils disent s'ils l'apprécient, soit par des posts, soit par des stories, etc. On a aussi fait beaucoup d'ASMR. Je ne sais pas si tu connais l'ASMR sur YouTube. Ce sont des vidéos relaxantes où des personnes murmurent dans des micros qui permettent de faciliter l'endormissement. Et on a travaillé avec plusieurs influenceurs ASMR sur YouTube. Je connais pas du tout. Là, je veux bien aussi avoir un petit lien. Je vais y penser pour te le demander, pour que les personnes voient. Et d'ailleurs, n'hésite pas à nous envoyer quelques posts que les influenceurs ont pu faire sur votre produit. Mais je comprends un peu l'idée. C'est que fondamentalement, vous leur proposez l'idée, vous leur donnez ou vendez le produit. Et puis après, eux font la recommandation, généralement en vidéo, stories. Ils en parlent. Et enfin, je vois totalement le type de post qu'ils font. Donc ça, c'est top. Qu'est-ce que je peux Ensuite, on a eu, pour aller un petit peu plus loin, on a eu le bouche à oreille, évidemment. C'est plus dur de le mesurer, mais en fait, tu l'as en retour très qualitatif dans les emails que tu as avec les clients qui disent c'est ma maman qui m'a conseillé d'acheter votre oreiller ou ce genre de choses. Et après, tu as une stratégie qui a finalement mis du temps à se mettre en place chez nous. C'est toute la partie email et CRM. Donc au final, ça a été plutôt fait l'année dernière, en début 2019, c'est clé dans le développement d'une boîte comme nous, d'avoir un super CRM, d'avoir des bons segments d'emails, de faire partir les bons emails au bon moment, que ce soit des emails qui soient commerciaux ou qui soient des emails d'information ou d'expérience client. Et ça, on l'a mis un petit peu tard en place et aujourd'hui c'est vraiment un super canal d'acquisition et de communication. D'accord, donc du coup vous avez beaucoup de personnes qui sont dans votre newsletter, qui n'ont pas forcément acheté le produit avant et qui vont finir par l'acheter grâce à un email qui est bien ciblé. Parce que c'est vrai que j'ai vu sur votre site que vous avez aussi un quiz et donc je suppose que le quiz permet de récolter des adresses email, mais que toutes les personnes qui vont vous donner votre adresse ne vont pas forcément commander tout de suite un Wopilo, un oreiller ou autre chose, et que du coup le fait d'avoir leur adresse email et de pouvoir les segmenter dans votre base email grâce aux réponses aux questions que vous avez posées, ça vous permet justement de faire des emails qui sont hyper personnalisés. Exactement. Alors ce quiz en particulier, c'est assez puissant comme outil marketing. Après, tu n'as pas l'obligation de laisser ton email pour avoir la recommandation. Donc, on fait vraiment attention à la façon dont on collecte les données. Mais en effet, ça permet ensuite de proposer soit des solutions, pas nécessairement de pousser à un produit en
en disant il faut l'acheter, mais de dire si vous avez ce problème-là, on peut vous proposer tel type de solution ou aller voir tel article de blog parce qu'il correspond à ce problème. Et en fait, tu peux vraiment pousser beaucoup d'informations puisque on commence à avoir une littérature assez dense sur le sujet, que ce soit les oreillers, le sommeil, les différents blogs, guides qu'on a sur le site. J'ai pas fait attention. Donc vous avez aussi toute la partie contenu, et donc du coup je suppose que ce contenu, vous le relayez par email ou sur les médias sociaux. Exactement, et puis aussi on en fait des landing pages, on en fait je suis dessus. Et donc on récolte aussi des emails de personnes qui sur le SEO vont tomber sur nos articles de blog et vont ensuite se renseigner sur Wopilo. Écoute, je suis dessus. Il y a toute une logique et d'acquisition, mais aussi d'information et de contenu qualitatif à proposer qui est hyper pertinente. Et quand tu as le bon outil CRM et email, ça fonctionne vraiment bien. D'accord, donc du coup là c'est super intéressant, je suis dessus. Alors pour ceux qui nous écoutent concrètement, vous allez sur le site de Wopilo, vous allez tout en bas, vous allez voir une section le sommeil, vous allez ensuite par exemple dans le guide de l'oreiller, et là en fait il y a plusieurs propositions. Là je vois le meilleur oreiller, et là tu as un article qui parle du meilleur oreiller, si j'ai bien compris. Et après, tu as un pop-up qui te demande ton email. Donc là, c'est super intéressant parce que d'abord, il y a, comme tu dis, de l'informatif. Encore une fois, tu penses à ton client et tu l'aides à résoudre ses problèmes. Tu captures l'email. Et là, à partir de là, la personne dans ta newsletter, et tu peux proposer du contenu et des offres. Des séquences email, exactement. Des séquences email qui peuvent être différentes en fonction des endroits où tu as laissé ton email. Donc, si on est sur un problème de cervical, tu vas recevoir une suite d'emails particulière. Si tu es sur d'autres problématiques, ce ne sera pas nécessairement sur les cervicales, mais plus sur le sommeil. Donc voilà, il y a eu des contenus, des espèces de livres blanc, un guide pour les cervicales ou un guide pour mieux dormir. Et donc il y a plusieurs types de contenus différents en fonction des sections. Mais c'est super intéressant. Et donc du coup, ces articles-là, vous faites des optimisations SEO, ou est-ce que vous les poussez également sur avec la publicité? Oui. Okay. Il y a une vraie stratégie SEO, donc c'est un canal un petit peu plus classique, mais qui est extrêmement pertinent, et c'est super important de bien le maîtriser. On dit souvent dans l'équipe qu'on est des bons élèves, donc si tu veux, on a pris un consultant sur le SEO qui nous a fait toute la stratégie et qui suit totalement, voire dépasse la croissance de Wopilo en termes organiques, quoi. Et c'est hyper important, et même si c'est pas quelque chose de héroïste immédiatement, on a depuis le début investi dans les contenus, dans la rédaction, dans une logique de SEO. Mais je suis bien placé pour le dire. Je sais que tu n'as pas directement le ROI, mais après, c'est vrai que tu as du trafic, tu as des emails, et après, sur le long terme, ça paye bien parce que il y a des personnes qui ont besoin de plusieurs mois, qui ont besoin vraiment d'être convaincus avant d'acheter. Et là, c'est vrai qu'encore une fois, on est dans un produit qui répond à une certaine pénibilité, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, les douleurs ou le confort. C'est normal, en fait, d'écrire des articles qui t'expliquent justement comment choisir ta couette ou comment choisir ton oreiller, etc. Et donc ça, pour moi, c'est tout à fait logique d'avoir une stratégie de contenu. Dans votre cas, c'est pas comme quand tu vends des vêtements, c'est un peu différent, c'est plus compliqué d'écrire des articles là-dessus. Alors, en tout cas, c'est moins fréquent. Mais là, vraiment intéressant. J'avais pas pensé à la stratégie de contenu. Donc, si je dois résumer, tu as le marketing d'influence comme canal qui marche bien, tu as la recommandation bouche-oreille, et finalement aussi, on va dire de manière générale, le contenu et l'emailing. Exactement, tout à fait. Et à ça, tu as parlé des canaux traditionnels type Google Ads, Facebook Ads. Exactement, mais tu vois, le Google Ads fonctionne très bien sur toute la verticale oreiller cervicale, parce que justement, les personnes recherchent une solution à un problème. Mais par contre, sur toute la partie couette ou sur toute la partie linge de lit, l'Ads est beaucoup moins pertinent, pas l'Ads, pardon, le search est beaucoup moins pertinent que la partie Facebook, Ads, display, etc., où là tu viens mettre en avant tes produits différemment, quoi. Ouais, d'une manière visuelle, on va dire. Exactement. Et l'Ads, le search, marchera peut-être bien mieux quand on aura une certaine notoriété sur la marque Wopilo, quoi. Mais pour le moment, tu vois, sur le Google Search, c'est vraiment la partie oreiller qui fonctionne. Ok, d'accord, intéressant. Écoute, dernière question encore sur les canaux d'acquisition. C'est en fait
pour ceux qui nous écoutent, ils doivent sûrement se dire, ok, c'est super intéressant tout ça, mais est-ce que vous avez testé tous ces canaux en même temps ou alors est-ce que vous avez développé un au fur et à mesure? C'est-à-dire vous dire, voilà, on commence par l'influence, on teste, si ça marche bien, on continue l'influence et on en teste un autre, ou est-ce que vous avez tout testé d'un coup et voir un peu lesquels fonctionnent le mieux et développer là où ça fonctionne bien? Non, on n'a pas pu. Les ressources restent limitées hein, quand tu te développes. Donc, Ouais, ça- on a construit vraiment au fur et à mesure et on a testé au fur et à mesure. On a testé vraiment beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on a testées des fois un petit peu rapidement et sur lesquelles on est revenu un petit peu après. Mais non, on a testé vraiment au fur et à mesure. À chaque fois, on essaye d'identifier quel est le meilleur canal et lesquels fonctionnent et on ne conserve que ce qui fonctionne. d'accord. Récemment, on a testé de l'acquisition sur Snapchat. Ouais, Ça a pas, c'était un peu chaud. ça- C'est plus Ouais, jeune. les résultats étaient pas bons, donc on a coupé. On verra, peut-être qu'on y reviendra un petit peu plus tard, mais non, c'est impossible de tout tester en même temps. Et en fait, quand on voit qu'il peut y avoir un peu d'appétence, c'est là où on va mettre un petit peu plus de temps, un petit peu plus de stratégie, un peu plus de ressources. Et tout ce dont on a parlé, notamment l'influence, ça a mis des années pour que tout se mette en place et que tout fonctionne comme ça. Et c'est pareil, la stratégie de contenu et de CRM et d'email, elle continue tous les jours à se construire. On rajoute Oui, oui. des strates dans le CRM. Donc voilà, clairement, ça s'est pas construit en un jour. Et il faut vraiment du temps. Il n'y a pas de recette magique en fait. C'est vraiment au fur et à mesure du temps. On peut pas tout activer en même temps. On peut pas appuyer sur un bouton. Tu vois, sinon on scalerait sans arrêt et c'est juste pas possible, quoi. C'est ça. Oui, non, je suis Ce d'accord avec serait toi. bien. Ce serait bien, mais d'avoir un canal d'acquisition qui fonctionne dès le premier jour. Mais c'est vrai que ce que tu dis après, pour bien que les auditeurs comprennent, l'influence, ça a montré des signes comment dire, que ça marchait bien dès le début, et donc vous l'avez amélioré au fur et à mesure. Après, c'est vrai que si ça Exactement. marche pas bien les premiers mois, ça sert peut-être à rien de continuer un canal. Par exemple, on prend l'exemple de Snapchat, si tu mets 3 000 € de pub dans Snapchat et que tu récoltes pas une vente, peut-être pas une bonne idée de continuer. Alors que Exactement. enfin, voilà, on a un peu compris l'idée. Et puis, pour ceux qui nous écoutent aussi, tu m'avais déjà dit en off que vous avez quand même plusieurs prestataires qui vous aident sur les parties Facebook, Google, SEO, l'influence, j'ai compris que c'était en interne. Donc, il y a quand même des ressources qui sont allouées en interne, mais aussi via des prestataires. Parce que, bon, Exactement. Si tu parles de Facebook ou de Google, aujourd'hui c'est un vrai métier de technicien. Je pense quand que tu même, es ouais. bien placé pour le savoir. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont hyper spécialistes et c'est des ressources qu'on n'a pas en interne et qu'on a pour le moment pas nécessité d'internaliser. Et clairement c'est beaucoup plus stratégique et beaucoup plus rentable de confier la gestion Bah oui, ça se de comprend. Facebook et Bah, de Google à des spécialistes, clairement. je suis d'accord. Pour une jeune boîte, c'est sûr et certain que tu vas pas mettre une personne en interne qui va faire du Facebook, Google, SEO et tout. La personne va s'y perdre. Elle sera jamais spécialiste dans les 3-4 disciplines, on va dire. Enfin, comment dire, canaux Oui, d'acquisition. et puis même de la maturité sur ces canaux d'acquisition. Quand tu as plusieurs clients, quand Oui, tu travailles depuis longtemps, c'est beaucoup plus facile pour toi j'allais d'avoir du dire. recul sur ce qui est fait en termes de stratégie, en termes de tests, en termes de plein de choses. Donc, ouais, nous, Oui, c'est ça. on a dès le départ, vraiment dès le tout début, décidé de confier ces missions à des spécialistes. Et grand bien nous en a pris, Je parce pense que que vous avez si on raison. l'avait géré nous-mêmes, ça serait pas bien passé, c'est Non, sûr. c'est ça. Je pense que vous avez raison. Vraiment, en tout cas, j'ai beaucoup de PME qui me contactent. Généralement, le profil type, c'est moins de 10 employés, allez, on va dire entre 3 et 10 employés. Souvent, c'est le fondateur qui fait la pub ou c'est une personne dans la com ou le marketing ou un freelance. Et ça se passe moyennement bien, donc ils veulent déléguer pour scaler ou alors pour améliorer leurs résultats. Donc déjà, vous avez fait le bon choix dès le début de déléguer ça parce que ça devient vite un sujet pour les PME qui se disent, OK, on fait de la pub, mais on comprend pas trop comment ça marche. On a l'impression on a des résultats, mais on le fait pas assez bien. Hmm. Et voilà. Écoute, je te propose de terminer cette super interview parce qu'on a beaucoup parlé. Je vois qu'on a. Attends. Je vois que dans l'enregistrement, on a quoi, 1h10, un truc comme ça, 1h11. Donc c'est plutôt pas mal. On a bien discuté et je voulais terminer par les questions de fin que je réserve toujours, hein. La première, c'est est-ce que toi, tu fais la pub Facebook pour développer ton activité? Donc là, tu m'as déjà répondu plus ou moins.
mais peut-être que pour nos éditeurs, c'est peut-être intéressant de nous dire si jamais tu as eu des insights de ton agence, de ce qui a bien fonctionné pour vous en termes peut-être d'audience, de créa. Est-ce que tu as peut-être 2-3 petits exemples à partager? Oui, oui, bien sûr. Bah, alors on travaille sur tout le funnel maintenant, Ok. du début. On a des campagnes de notoriété vraiment en awareness, quoi, de découverte de la marque, jusqu'au retargeting. Alors une des choses qui est ultra importante pour moi, qui fait un tout petit peu sur la technique sur ces sujets-là, c'est d'avoir un super pixel Facebook qui remonte bien toutes les informations, qui C'est est hyper clair. bien installé. D'accord. Sur Shopify, il y a une app qui permet d'hyper bien installer le pixel Facebook et de vraiment avoir toutes les datas qui remontent nickel, etc. D'avoir des bons catalogues. Et en fait, vraiment, avant d'essayer de mettre de l'argent, etc., il faut vraiment que ça fonctionne super bien. Et après, en fait, on a développé pas mal de stratégies. Donc, on a beaucoup de stratégies de retargeting, d'acquisition qui sont basées donc sur le pixel, sur les comportements. Donc, est-ce que c'est des personnes qui ont vu des contenus, quel type de catégorie de produits ils ont vu, ou ils ont ajouté au panier, etc. Donc, on travaille beaucoup sur le retargeting. D'accord. Et ensuite, il y a des petites stratégies de contenu qui marchent plutôt bien. C'est quand on met en avant les contenus des influenceurs Clairement. qui nous ont autorisé à poster. Ça fonctionne plutôt pas mal. Le quiz aussi, envoyer du trafic vers le quiz, fonctionne très très bien également. Ou alors vers des articles de comparateurs d'oreillers qui ont apprécié Wopilo. Ça fonctionne toujours de la même façon. C'est cette notion de réassurance et qui est un tiers qui vient de dire que le produit a été testé par quelqu'un qui n'est pas la marque et qui trouve que le produit est cool. Et derrière, les taux de conversion sont vraiment bien meilleurs dès qu'on passe par un filtre de réassurance tiers. Attends, c'est très intéressant. Donc du coup, en fait, tu fais ce que tu fais en retargeting, tu renvoies les personnes vers le quiz ou alors des articles, et ça te permet de convertir, c'est bien ça? Oui, alors c'est une des stratégies, mais Ouais. oui, clairement. Ça, Ouais, c'est top, clairement. c'est vraiment top. Ouais. Ça. Donc, c'est finalement pas de la vente directe. Et ce que tu sais, c'est l'agence utilise un objectif de conversion ou de trafic pour amener ces personnes vers le quiz ou les Conversion. articles. Conversion, d'accord. Conversion. Ouais, Vraiment très systématiquement intéressant. conversion. Écoute, ouais, c'était intéressant de ce que tu as parlé là. Cool Pixel, je suis d'accord avec toi. Et clairement, si vous avez, j'en parlais justement hier, je pense, quand je parlais de marketing d'influence, c'est qu'en gros, quand tu as un contenu qui a été créé par l'influenceur et que l'influenceur finalement t'autorise à le réutiliser parce que tu as négocié correctement le partenariat, c'est vrai que le mettre en avant via la publicité, c'est excellent parce que c'est un contenu généré par un utilisateur comme un autre, sauf que c'est un influenceur et c'est de la recommandation, c'est authentique. Et c'est vrai que j'invite toutes les marques qui aiment bien mettre en avant leurs clients à le faire, à le mettre en publicité parce que c'est des publicités qui fonctionnent toujours très bien. C'est celles qui proviennent, enfin, c'est des contenus qui proviennent des utilisateurs, que ce soit des simples avis ou alors des photos, des vidéos. Voilà. Et souvent, les contenus d'influenceurs sont hyper beaux, En plus. correspondent hyper bien à la cible. Donc tu tapes souvent juste en fait en utilisant ces contenus-là. D'accord. Écoute, c'est parfait. Dernière petite question que je vais te poser, c'est toi qui fais qui a quand même fait du marketing online pour développer ta boîte, est-ce que tu as quelques outils marketing, je dirais 2 ou 3 outils marketing à recommander pour les e-commerçants ou les marketeurs qui font du digital? Alors écoute, pour avoir lancé ma première boîte sur PrestaShop, je recommanderais plutôt Shopify Voilà. maintenant, qui franchement fonctionne hyper bien avec beaucoup d'applications tierces qui sont super pertinentes en fonction des besoins de chacun, mais c'est vraiment top. Sur la partie CRM, on utilise Klaviyo, qui est un CRM dédié à Shopify et qui se plug super bien et avec Shopify et avec Facebook et qui permet vraiment de faire beaucoup de choses. Donc sur toute la partie CRM email, on utilise Klaviyo et on en est très content. Et après, alors c'est pas nécessairement pour les e-commerçants, mais on a mis en place suite au premier confinement le SaaS Monday pour gérer Ah oui, je connais les projets. tous les projets, et ça permet vraiment de gérer l'ensemble des projets de Wopilo, et ça nous a donné beaucoup de flexibilité, beaucoup de vision sur tout ce qui est en cours, là où on a des problèmes, là où ça avance bien, et ça donne beaucoup de visibilité, d'organisation à une start-up comme nous d'une petite dizaine de personnes. Donc c'est un très bon SaaS, en tout cas on en est vraiment hyper content.
D'accord. Bah écoute, moi je suis la team ClickUp, donc c'est un peu c'est quasiment D'accord. c'est similaire à Monday, mais je vois totalement le truc. C'est hyper important quand on est une petite équipe ou même quand on est seul et qu'on travaille avec des freelances, d'avoir un outil de gestion de projet comme tu as cité Monday, mais tu as ClickUp et également Asana qui sont très connus. T'as Trello, ouais. Trello aussi. Et puis voilà, Shopify, bon, c'est la base, hein. Moi, je pense que c'est vrai que si je devais lancer un e-commerce, j'irais clairement sur Shopify. J'ai l'impression que c'est la meilleure plateforme, la plus simple à utiliser. Je pense qu'aujourd'hui, il faut beaucoup moins d'énergie, Ouais, que faire un beaucoup moins de PrestaShop. technique, beaucoup moins de choses que sur tout ce que tu as pu avoir aujourd'hui. Je pense que c'est beaucoup plus simple et ça n'a jamais été aussi simple. Ça le sera encore plus dans quelques années, mais ça n'a jamais été aussi simple de lancer un e-commerce. J'allais dire. Ça reste très difficile, mais tu as beaucoup d'outils qui te permettent de faciliter ta vie. Mais je suis d'accord, et même Klaviyo, celui dont tu as parlé, j'en ai déjà aussi beaucoup entendu parler et ça a l'air top aussi. Écoute, merci encore pour tous les conseils que tu as donnés, pour toute ta générosité, et je veux aussi remercier aussi Louise qui nous a mis en relation. Donc merci à toi Louise pour la mise en relation, si elle écoute le Merci, podcast. Et voilà Thomas, donc où est-ce qu'on peut te retrouver pour les auditeurs qui voudraient en savoir plus sur toi? Alors moi je suis très peu sur les réseaux sociaux, tu vois, j'ai même pas de compte Instagram, ça m'empêche pas de suivre celui de Wopilo, mais par contre je suis régulièrement sur LinkedIn. Donc on D'accord, peut sur me LinkedIn. contacter sur LinkedIn. Ok, sans d'accord. problème. Et puis bien sûr, il y a toujours la marque que vous pouvez retrouver sur Instagram et sur Facebook, je suppose aussi, Bien sûr. et sur Twitter, je vois. Ouais, Bon, tout à fait. Merci beaucoup Danilo. avec grand plaisir, merci Thomas, et à bientôt. J'espère que l'épisode vous a plu et vous a permis de mieux comprendre ce qu'est une DNVB et quels sont les challenges liés au développement d'une marque née du digital. D'ici quelques semaines, j'aurai normalement l'opportunité de développer le sujet de l'internationalisation et du développement d'une gamme de produits complète dans un secteur concurrentiel avec le fondateur d'une marque qui l'a brillamment accompli. Et d'ici là, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne pas manquer les prochains épisodes et surtout, n'hésitez pas à me donner une note 5 étoiles sur Apple Podcast si cet épisode vous a plu. C'est tout pour aujourd'hui, je vous dis à très vite pour un nouvel épisode du Rendez-vous Marketing.